Bonjour à toutes et à tous, je suis Arnaud de Naoplay et je suis accompagné par mon collègue Yacine. Aujourd'hui, nous allons vous parler de Smart Proxysation, une stratégie d'API que nous avons développée et formalisée chez Naoplay, en prenant en compte tous les feedbacks de nos consultants et l'expérience acquise lors de situations rencontrées dans le monde des API. Nous commencerons d'abord par les fondations de la Smart Proxysation avec quelques définitions, et nous verrons comment un asset technique peut devenir une réelle opportunité pour le business. Ensuite, nous allons présenter la façon d'implémenter la Smart Proxysation avec un focus particulier sur la gouvernance et les quelques erreurs à éviter. Enfin, nous reviendrons sur l'API Management et les programmes d'APIisation, en les liant avec cette fameuse Smart Proxysation. Je m'appelle Arnaud Gavasi, consultant senior ceinture bleue chez Naoplay, Cloud Solution Architect et API Architect. Et je suis Yacine Rigui, consultant API Cloud, ceinture orange chez Naoplay. Naoplay est une entreprise de services numériques créée en 2011 qui, dès sa fondation, a travaillé sur des projets numériques, y compris les jeux vidéo. Aujourd'hui, nous nous concentrons principalement sur l'écosystème de l'API et de l'API Management. Commençons par la base, en définissant tout d'abord le principe de proxy d'API. Les proxys d'API sont à différencier des API back-end. Les API back-end, ce sont les API ou les web services qui se trouvent juste au-dessus des applications métiers, dites back-end, telles que le RP, le CRM ou une application de gestion de stock. Elles peuvent avoir été développées en interne, ou ça peut être des API fournies sur étagère par l'éditeur de la solution. Elles peuvent aussi être hébergées sur le cloud, on-prem, bref, toutes les topologies sont possibles. Et finalement, il y a en général peu de contrôle que l'on peut exercer sur ces API, car elles sont souvent formatées par l'éditeur lui-même, ou très liées à la technologie utilisée pour leur mise en place. Et c'est là que va intervenir un composant dit API Gateway. Il est très probable que vous ayez déjà dans votre système d'information une ou plusieurs instantiations de ces API Gateway, parce qu'elles sont en général poussées par les équipes d'infrastructure et principalement pour améliorer la sécurité des réseaux. C'est en effet ce genre de composant qui va permettre de n'avoir qu'une seule porte ouverte vers l'extérieur de votre réseau, le grand Internet, et de limiter ainsi les surfaces d'exposition et d'améliorer la sécurité de votre réseau. Mais aujourd'hui, un composant d'API Gateway permet de nombreuses fonctionnalités et embarque de nombreuses règles potentiellement liées à la sécurité des appels entrants ou sortants, l'authentification, etc. Et c'est aussi cette brique qui va permettre de développer et d'héberger un proxy d'API. En fait, si nous nous plaçons d'un point de vue du consommateur, c'est-à-dire le client, qu'il soit interne ou externe, qui va appeler votre API, votre proxy d'API, c'est le seul objet visible, accessible par votre client. Le consommateur en fait n'a vraiment pas connaissance des API back-end et il ne doit pas l'avoir. C'est pourquoi nous pensons que cette proxysation est très importante dans le service rendu aux consommateurs et aux clients de votre API. L'autre pilier des fondations de la Smart Proxysation, c'est l'urbanisation IT. L'une des missions d'un architecte d'entreprise en charge de cette urbanisation, c'est d'aligner l'idée de stratégie IT à long terme avec les objectifs du business. Et l'API Management est un composant important pour atteindre cet objectif. Quand vous connaissez bien votre architecture IT, vous pouvez organiser vos applications dans différents domaines. Des domaines métiers. Ici, vous pouvez voir par exemple quelques exemples de domaines donnés à titre d'illustration. Évidemment, cela peut être plus ou moins détaillé en fonction de votre contexte, et c'est bien souvent plus détaillé. Quand vous avez rangé vos applications dans les différents domaines, vous voyez qu'elles vont devoir communiquer les unes avec les autres. C'est naturel, il y a forcément des échanges entre ces domaines. Et si vous êtes dans une architecture point à point, vous allez finir avec un magnifique modèle dit en spaghetti. Entre domaines, les échanges concernent véritablement les objets métiers, les business entities. Ce sont par exemple les données de prise de commande, les données des clients, les données de stock, le référentiel des produits, etc. Et c'est là qu'entre en jeu la Smart Proxysation. Le but de la Smart Proxysation, c'est de construire votre proxy d'API non pas en tant que reflet à l'identique de votre API backend, mais plutôt en pensant objets métiers pour lesquels vous allez proposer cette interface. Par exemple, si vous considérez l'API proxy entrepôt relatif aux données de stock que l'on voit sur cette diapositive, l'information elle-même est récupérée de l'ERP. Et il est possible, mais pas systématique, que ce proxy soit
le reflet de l'API de votre back-end parce que l'éditeur de l'ERP avait fourni un jeu d'API très propre, bien orienté objet métier, que cela vous convient. Mais si je regarde l'API proxy client ou produit, on voit qu'il y a derrière cela plusieurs back-end API. Pour le produit par exemple, les données catalogues viennent du PIM, les informations sur les assets viennent du DAM, et on pourrait avoir besoin aussi de compléter ces informations produits par un niveau de stock ou des informations de commande. Ces informations viennent de l'ERP. L'idée fondamentale ici, c'est que votre proxy n'est pas guidé par le back-end, par la technique ou la technologie qui gère telle ou telle donnée, mais bel et bien par le business. C'est véritablement une approche business first. Et c'est pourquoi quand vous commencez votre programme d'APIisation, nous vous conseillons de commencer par l'API proxy. Pour accomplir cela, il y a quelques étapes importantes qui doivent être prises en considération avant de commencer à coder, qui vont contribuer à mettre en place une base solide pour établir une stratégie API axée business first. Premièrement, pour avoir de belles API standardisées au sein de l'entreprise, il faut établir un guide de design API. Ce document est une sorte de feuille de route qui deviendra la norme que vos futurs utilisateurs de votre API d'aujourd'hui et de demain retrouveront. Dans ce document, on peut retrouver la manière générale de gérer les erreurs au sein de l'entreprise. On peut également retrouver quelles sont les conventions de nommage choisies, ou les conventions de casse, ou pour les URL, etc. Une fois que ce document est prêt, partagé et approuvé en interne, on peut commencer la rédaction de l'OpenAPI spécification, que vous pouvez peut-être connaître sous son ancien nom de Swagger. En premier temps, il faut faire abstraction du côté technique et se concentrer que sur l'aspect fonctionnel et business. Je sais que la rédaction de l'OpenAPI spec en YAML peut être considérée comme une partie du code, mais à ce stade, le design du proxy doit être focalisé que sur les objets métiers. Avoir cet OpenAPI spec rédigé dès les premières étapes offre deux grands avantages. Premièrement, il est facilement partageable, vous permettant donc de distribuer la spec de l'API à toutes les parties prenantes, telles que par exemple l'équipe commerciale, l'équipe de développement ou l'équipe marketing, etc. L'objectif est de recueillir un maximum de commentaires et de retours pour identifier potentiellement par exemple des cas d'utilisation oubliés. Le deuxième avantage clé réside dans la capacité à paralléliser le code. Donc une fois que la spécification est définie, conçue et validée en interne, la partager permet de configurer par exemple un serveur mock qui va fournir des données de test. Donc ce qui permettra aux consommateurs internes de commencer le développement de leurs applications qui vont consommer votre API. En même temps, vous-même, vous pouvez commencer le développement de votre proxy et la mise en œuvre des différentes policies. Tout à l'heure, on a dit qu'on mettait l'accent sur les entités business et métiers. Cependant, bien sûr, des obstacles externes et ou techniques peuvent exister, tels que des contraintes liées au déploiement ou des limitations imposées par des facteurs tels que le load balancer, la gestion des URL, ou les solutions que vous avez choisies pour votre proxy, pour mettre en œuvre votre proxy. Tout ça peut influencer le design. Par conséquent, l'implication dès le début de votre équipe d'architectes dans la phase de conception est cruciale. Parlons à présent de l'exécution opérationnelle de la smart proxysation. En effet, il est vraiment très important d'adopter dès le départ une gouvernance transversale. Si un programme d'APIisation n'est porté que par la technique, cela peut se terminer en cauchemar pour les fonctionnels qui ne comprendront pas forcément l'intérêt et la plus-value à leur niveau. Cela va se finir en général par une coupure de budget ou un arrêt complet du programme d'APIisation. Mais d'un autre côté, s'il n'est porté que par le business, ce n'est pas forcément mieux non plus. Le programme peut aussi se heurter à ce moment-là au réalisme technique où finalement tout n'est pas possible. C'est pour ça qu'il est vraiment important d'adopter cette gouvernance transversale. C'est-à-dire qu'il faut impliquer chaque partenaire et partager les objectifs communs et prendre en compte les contraintes et les besoins des différents domaines impliqués dans votre programme.
Il est aussi important de prendre des décisions de manière collégiale et collaborative. Menez pour cela des ateliers de co-design, à impliquer les parties prenantes, appliquer les normes et standards du marché et de l'entreprise. Yacine a mentionné plus tôt les API Guidelines, et c'est un point important. Ce n'est pas seulement quelque chose qu'il faut appliquer à une API proxy, mais ça doit être vraiment appliqué à tous vos API proxy. En fait, cela va permettre au développeur, qui est le véritable consommateur de votre API, qui connaît déjà un ou deux de vos proxys, de découvrir plus facilement votre nouvelle API et l'utiliser plus facilement, plus rapidement. Pourquoi ? Parce qu'il va y retrouver les mêmes mots-clés, par exemple, pour la pagination. Et également parce que ce document va permettre d'adresser une bonne fois pour toutes l'épineuse question du choix de la casse, Snake Case ou Camel Case. Ainsi, quand vous proposerez une nouvelle API, vos clients, vos consommateurs habituels de vos services, pourront gagner du temps pour l'intégrer dans leur propre développement, puisqu'ils seront habitués à votre façon de designer une API. Il est également important d'avoir un propriétaire de proxy, un proxy owner, et de le nommer dès la phase de design. Simplement parce que cela va vous permettre d'avoir un point de contact unique quant au proxy et de ne pas avoir à multiplier les échanges directement avec des PO de back-end, pas toujours au fait de la façon dont leurs données sont consommées à travers les proxys. Le proxy owner est aussi responsable de la documentation du dit proxy. Le document OpenAPI Specification, OAS ou Swagger, a déjà été mentionné et il est de la responsabilité du proxy owner de le maintenir à jour. Un grand pouvoir, grande responsabilité, comme dit l'adage, et bien l'inverse est vrai aussi. Pour exercer ses responsabilités, le proxy owner doit avoir ses grands pouvoirs, comme celui notamment d'avoir le dernier mot sur un sujet concernant le proxy. Quand il y a une longue discussion entre domaines sur comment adresser tel ou tel type de capacité, c'est au proxy owner de statuer. Pour finir, et si on pousse le rôle du proxy owner encore plus loin dans un scénario idyllique, nous incitons à faire du proxy owner également un data steward quant aux données manipulées par son API proxy. Car le proxy owner doit en fait connaître tout ce qui concerne les données de son proxy. Toutes les sources de données doivent être documentées et vérifiées. Et le proxy owner est donc la source de vérité pour les données exposées par son proxy. Il ou elle doit suivre tout ce qui concerne les mouvements de données de son API proxy et à deux niveaux. Quand les données sortent de l'API du back-end, mais aussi quand elles passent à travers le proxy, c'est-à-dire que chaque appel consommant l'API ou chaque modification de données à travers l'API doit être tracé et monitoré. Il ou elle est également l'interlocuteur clé quand il s'agit de l'intégrité et de la conformité des données. Vous devez avoir un interlocuteur qui connaît le business, mais qui connaît aussi la technique et surtout qui maîtrise parfaitement les données partagées par son proxy. Je suis sûr que vous avez déjà vu ce genre de diagramme qui représente le cycle de vie du développement logiciel. Vous l'avez probablement déjà aperçu sous la forme plutôt d'une boucle infinie. Chez Naoplay, on l'a un peu revisité pour mieux montrer le processus itératif qui doit être appliqué aux trois piliers de ce diagramme. Le design, le build et la release. Le but de l'approche itérative est d'expérimenter et donc éventuellement échouer rapidement dans chacune des phases. Comme ça, on peut améliorer et affiner la solution globale. Pour accomplir cela, il faut établir un mécanisme pour collecter des informations en continu. On collecte ce feedback des utilisateurs finaux, mais également de la part des autres équipes impliquées dans le développement et le cycle de vie de l'API, comme l'équipe support, qui est en contact direct avec les consommateurs finaux, l'équipe DevOps ou l'équipe marketing qui va faire la promotion de l'API en externe, ou qui peut même imaginer d'autres cas d'utilisation pour l'API. Ce feedback peut être collecté de plusieurs manières différentes, le choix vous appartient totalement. Ça peut être comme un site support, un système de tickets, un formulaire web ou une adresse mail spécialement pour le feedback, ou même, pourquoi pas, un endpoint API. Bref, ce feedback est très important et couplé avec des logs et des métriques représentées ici dans le diagramme par la partie observée de la phase de déploiement, vous devriez et serez capable d'identifier des zones d'amélioration. Peut-être un endpoint qui répond très lentement,
parce que le temps de réponse augmente dans la vraie vie, contrairement que lors des tests. Ou encore un endpoint qui n'est plus utilisé et doit être décommissionné. Avoir aussi des statistiques sur les usages des API peut s'avérer très utile, surtout d'un point de vue managériel et business. Vous disposerez donc de chiffres et d'indicateurs de performance, ou KPI, à partager avec la direction pour justifier le retour sur investissement réalisé pour l'API. Et bien sûr, potentiellement libérer plus de budget pour de nouveaux projets. Et finalement, nous aimerions également mettre brièvement l'accent sur la logique métier pour les proxys et l'emplacement des objets ou règles métiers. De nos jours, tous les systèmes sont capables de faire beaucoup techniquement et en termes de code. Et pour cette raison, vos proxys devraient intégrer uniquement deux types d'actions. La première est de sécurité, un mécanisme de prévention de DDoS, de la validation de tokens et des données entrantes, ou encore l'implémentation de quotas ou de limites pour éviter d'être surchargé en requêtes. La deuxième catégorie concerne l'aspect, on va l'appeler cosmétique, qui se réfère principalement au mapping ou renommage de certains attributs, généralement pour des contraintes de back-end ou business, ou encore on peut supprimer des données en sortie pour réduire l'exposition de données. Revenons maintenant rapidement sur l'API Management, dont l'API Proxy et l'API Gateway sont les fondations. Ce concept d'API Management englobe de nombreuses autres fonctionnalités. Deux sont mentionnées ici, la monétisation des appels et le suivi précis des appels utilisateurs. Cela peut également inclure la gestion des plans d'appel ou abonnements à travers un portail développeur par exemple. Si vous atteignez un bon niveau de maturité quant au proxy d'API, vous pouvez offrir à vos interlocuteurs métiers un ensemble de services API organisés en objets, en domaine métier. Par exemple, sur ce schéma, la responsable de stock ne connaît pas forcément la technologie et la façon dont les API proxy ont été développés. Elle a tout simplement sous la main un ensemble d'API proxy cohérents pour répondre aux attentes d'un métier, la gestion des stocks. En combinant ensemble par exemple le proxy entrepôt et le proxy produit, elle peut construire un produit API très utile dans son contexte de gestion de stock au sens large. Le deuxième exemple montre un produit API de type site web de e-commerce regroupant les API proxy utiles à la création d'un site de vente en ligne. Les informations produits venant du PIM, du DAM et de l'ERP, mais aussi des informations clients venant du CRM. C'est pour cela que nous sommes convaincus que la Smart Proxysation est une étape très importante d'un programme d'APIisation. Et il est nécessaire de commencer par définir les API proxy avant même de parler de produits d'API ou d'API management. En juillet 2023, la CNIL a publié une recommandation technique relative au partage des données par API. Vous pouvez retrouver ce document en tapant CNIL API dans votre moteur de recherche ou en suivant le lien mentionné sur cette diapositive, short.naoplay.fr/CNIL_API. En appliquant ces recommandations au concept de Smart Proxysation, sous le rôle de la CNIL, gestionnaire d'API, nous avons donc le collectif rassemblant le ou la proxy owner, les architectes et les data owners, ou détenteurs dans le vocabulaire de la CNIL. De plus, nous considérons le rôle de API Product Owner en intermédiaire avec le API Proxy Owner pour mieux coordonner les conditions de consommation et d'exercice des droits des consommateurs. Nous arrivons à la fin de cette présentation et finissons par cette petite citation, faite simple mais significatif, qui reflète selon nous ce que devrait être votre API Proxy, c'est-à-dire qu'il doit être simple mais significatif pour vos entités métiers. Merci beaucoup pour votre attention.